La mer était la même qu'au premier jour, et le temps d'hiver, d'automne plutôt, selon les astronomes, d'un automne très avancé, très sclérosé, perclus et liquéfié à la fois. Il pleuvait bien doucement, mais méthodiquement, industriellement, et courant du rivage à l'horizon, le vent gonflait des vagues, crevait finalement les galets. Le hameau tenait dans ses mains les mains d'Héléna, et sous la table leurs jambes étaient entrecroisées. Le hameau tenait dans ses mains les mains d'Héléna, et lui déclarait son amour. Il lui déclarait son amour en termes contenus, mais gonflés par le désir, et sous la table leurs jambes étaient entrecroisées. Le désir l'étranglait, lui vidait la capsule crânienne, lui pétrissait l'estomac comme une faim, lui contractait les entrailles et lui meurtrissait les reins. La mer était la même qu'au premier jour, Héléna toujours plus belle, et il sentait à travers deux épaisseurs de matériaux tissés le drap de son pantalon et la laine de ses bas, sa chair. De sa chair, il pressait peu entre ses mains, car elle les avait maigres et osseuses comme un garçon. Mais du mollet, il remontait pensivement à la cuisse, et retrouvant l'ampleur des hanches et la fermeté probable des fesses, il se tut. Héléna dégagea ses jambes et retira ses mains d'entre les siennes, et levant les yeux regarda encore cet homme qui semblait prendre l'amour si au sérieux. L'amour, pas même une affaire, un flirt, et qui semblait vouloir transformer une promenade sentimentale en quelque chose de tragique et de physiologique. Cet homme n'était après tout qu'un élément du paysage, paysage de voyage, paysage de guerre, et cependant un élément suffisamment convaincant pour qu'elle pût perdre sa virginité, un Frenchie bien sûr, seulement un Frenchie, mais tout de même un homme qui prenait l'amour au sérieux, qui prenait au sérieux l'amour. Elle frissonna. Il lui parut urgent de causer d'une causerie convenue. Captain K prétend que l'Area Contrôleur songerait à me déplacer. Elle n'ignore rien de mes sorties avec vous. Bah, dit le hameau, j'arrangerai cela. D'ailleurs, que faites-vous de mal? Rien. Encore rien. Encore? Je plaisantais, dit le hameau. Il lui reprit la main et la caressa. Puis il lui vint à l'idée de l'embrasser, préliminaire, facile, mais qu'il n'était pas aisé de pratiquer maintenant, ainsi séparé par la largeur d'une table de café. Il examina l'horizon déjà nocturne et dit, ce qui était d'ailleurs exact, « Il ne pleut plus » et proposa, « Si nous sortions » et ils sortirent. Sur le boulevard noir de pluie étalée, sous le ciel désétoilé, boueux de nuages, ils se trouvèrent seuls. Il faisait froid, il faisait humide. Le phare tournant tournait. Vent et mer continuaient à se rompre. Le hameau et Miss Weeds s'arrêtèrent pour déchiffrer l'horizon. Une lanterne dégringola du haut en bas du boulevard. C'était un tramway, une ferraille nocturne. Le hameau saisit Miss Weeds par les épaules et l'embrassa. Ce n'était pas la première fois qu'un homme l'embrassait. Qu'est-ce que ça prouvait? Elle s'étonnait simplement que le Frenchie fût si modeste, se contentant d'écraser ses lèvres contre les siennes. Elle entr'ouvrit la bouche. La main de le hameau descendait vers ses reins. Elle se dégagea. Il fermait les yeux, il s'appuya sur la balustrade qui séparait le boulevard de la plage, se pencha vers les galets comme un orateur vers une foule. Il n'avait pas embrassé de femme depuis 13 ans. Il tremblait. Héléna le regarda. Elle le regardait avec crainte. Elle s'éloigna de lui et se mit à marcher lentement. Le hameau la suivit et quelques pas plus loin la rejoignit. Il lui prit le bras et ils allèrent ainsi en silence.
Sur le terre-plein de la digue, ils s'arrêtèrent et se séparèrent. Ils devaient se revoir le lendemain. Ils ne s'embrassèrent pas, mais se serrèrent la main poliment. Le hameau tenta vaguement d'allonger le temps de cette poignée de main, de retenir dans sa main la main d'Héléna, mais elle s'échappa comme un ruisseau de mercure. Il se retrouva seul et bien seul, seul contre la nuit, trébuchant. Du vide qui l'emplissait, il essaya de faire surgir cette estimation, qu'il n'avait pas encore couché avec elle, Héléna. Mais cette appréciation n'était pas sincère. Il s'abîmait dans le goût de ce baiser, revivifiant des souvenirs plus anciens, beaucoup plus anciens. Seule sa dignité l'empêchait de sangloter. Tout de même, il se moucha. Il aurait voulu avoir la compagnie d'un enfant, d'Annette par exemple. Il la presserait contre lui, ils pleureraient ensemble. Mais alors il revint à sa pensée première. Il n'avait pas encore couché avec elle, Héléna. Il revint à sa pensée première et la sentit sincère. Il se mit à la ruminer avec rage. Un jour, il l'emmènerait chez lui ou dans une chambre d'hôtel, et il coucherait avec elle. Il coucherait. Il coucherait avec elle, Héléna. Comme un animal docile qui cherche à plaire à son maître, ses pas l'avaient conduit jusque devant la boutique de Madame du Tertre. Il entra. Il avait l'air hébété. Il avait l'aspect d'un épileptique qui va choir sur le sol disloqué par son mal. Mais Madame du Tertre ne s'en aperçut point. « Ah, les bandits !» s'écria-t-elle dès qu'elle le vit. « Ah, les brutes !» s'écria-t-elle. « Ah, les salauds ! Ils m'ont tué mon chat !» « Qui donc ?» demanda le hameau que ces exécrations n'avaient point tiré hors de sa rumination. Tandis qu'elle se déshabillerait, il se détournerait par pudeur, et il la retrouverait dans son lit, peut-être nue. Madame du Tertre lui répondit. « Qui voulez-vous que ça soit ? Mes voisins, c'est ça la vraie, quelle racaille ! Je l'ai trouvée raide mort, les reins cassés, la pauvre bête. » « Un chien peut-être, » suggéra le hameau qui se trouvait encore très loin. « Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des chiens, ces sauvages ? Ils ont des chiens pour tuer mes chats, c'est tout. Ah, monsieur le hameau, ce monde pue d'horreur. Ah, monsieur le hameau, la vilainie de mes contemporains. Ah, monsieur le hameau, la tristesse de cette existence. Et ce n'est pas la nature qui est responsable, monsieur le hameau, car la nature est bonne. Ce n'est pas la nature qui est responsable, ce sont les hommes. Les hommes, ils sont indécrottables. Les idées les plus belles, les pensées les plus généreuses, qu'est-ce qu'ils en font ? Un gâchis sanglant ou de la cendre ? Voyez ce qu'ils ont fait du Christ. Ils l'ont crucifié avec ses perles, les pourceaux. Et Socrate, qu'est-ce que l'humanité en a fait de Socrate ? Elle l'a empoisonné, comme une mégère qui veut se débarrasser d'un époux. Et Jeanne d'Arc, on l'a brûlée. Et Jaurès, on l'a assassinée. Ça, c'était pas béni, dit le hameau. Et pour revenir au Havre, continua Madame du Tertre, sans se préoccuper de l'interruption, regardez-les tous, les bourgeois, des cochons avides et gloutons, et d'un égoïsme, pouah, 3 fois pouah, les ouvriers, des brutes, des âmes mortes, des moutons muets ou des aigris, des bornés, aveuglés par leur haine des riches. Ah, monsieur le hameau, je me sens en exil. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toutes ces affreuses gens ? Il n'y a que vous qui me soyez sympathique, monsieur le hameau, très sympathique. Il n'y a que vous qui puissiez me comprendre. Monsieur Frédéric étant parvenu au bout de sa dose quotidienne de Luther, émergea de l'arrière-boutique et fit son apparition. Madame du Tertre se tut, et le hameau n'entendit plus que le ronronnement du gaz. Dehors dans la nuit, toujours rares se déplaçaient des ombres. Le temps s'effondrait en poussière sur la tête des chefs-d'œuvre et des folios oubliés, indifféremment. Ce temps qui, sciemment ou non, mais patiemment, les avait tous trois amenés jusqu'ici.
l'une prenant son départ à Lyon, Rhône, avant que le second ne naquît à Dresde en Saxe, et le troisième avec son handicap, les rejoignant ici même à l'intersection de leur biographie. Pour chacun, ce temps avait débuté par quelques apparences anecdotiques, qu'ils auraient pu mutuellement se raconter s'ils avaient entrepris une conversation sur ce sujet. Mon plus ancien souvenir, mais ils demeurèrent là, tous trois muets, pendant quelques secondes, mâchant péniblement cette durée qui leur collait aux dents comme du caramel, sans pouvoir l'avaler. « Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Frédéric, dit Madame du Tertre à Lehameau. Monsieur Frédéric, Monsieur Lehameau est un de mes vieux et fidèles clients. Très honoré de faire la connaissance d'un officier de cette admirable armée française, dit Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric est suisse, dit Madame du Tertre. Enchanté, dit Lehameau. De nouveau, l'on n'entendit plus que ronronner le gaz. Monsieur Frédéric mit son pardessus. Lehameau le regardait chercher convulsivement une manche pendante derrière son dos. Il ne l'aida pas. Il dit « Je crois que je vais m'en aller aussi. »« Oui, dit Madame du Tertre, je vais fermer. » Les mots leur coulaient des lèvres, épais et lents. Puis le courant quasi desséché du discours roula quelques formules de politesse, arrondies et sonores comme des galets. Et Lehameau se retrouva dans la rue froide et noire avec Monsieur Frédéric marchant à côté de lui. Ainsi tel était Monsieur Frédéric, un grand type maigre et blond, avec un sourire servile et d'assez beaux yeux. Tel était le discret lecteur de Luther. Il devait être protestant aussi, sans doute, et savoir l'allemand. Enfin, il avait de la peine à joindre les deux bouts, puisqu'il ne pouvait acheter ses bouquins. Lehameau conclut ainsi le signalement du Suisse, et malgré sa répulsion envers le protestantisme, séduit par le germanisme du personnage, lui en voulant toutefois de ses occultations passées et de sa gênante présence dans l'arrière-boutique. Un rat. Il se mit en devoir de lui faire la conversation et prépara quelques phrases relatives à la qualité actuelle de l'atmosphère. Mais Monsieur Frédéric, quelle femme remarquable, Madame du Tertre, dit-il, quelle femme intelligente, quelle personne de goût. Vous la connaissez depuis longtemps, Monsieur Lehameau? Lehameau, dit Lehameau. Monsieur Lehameau? Depuis qu'elle est installée ici, depuis 1913, si je me souviens bien. N'est-ce pas que c'est une femme très remarquable, n'est-ce pas? Certes, certes. Elle a dû être très belle autrefois, n'est-ce pas? Possible. Quel âge lui donnez-vous? La soixantaine, non? La cinquantaine? Je ne sais pas. Ah, soupira M. Frédéric, quelle femme remarquable. Lehameau se détourna légèrement pour regarder son compagnon. Il était plus petit que lui. Il devait le regarder de bas en haut. Il le regarda parce qu'il s'étonnait qu'il fût si peu intelligent, M. Frédéric, et qu'il pût s'égarer ainsi. Après tout, ses propos tenaient sans doute plus à son manque de tact, un manque de tact suisse, un manque suisse de tact qu'à sa bêtise. Il fallait encore lui donner une chance. Il l'invita au café. Quand il eut bu son bière, il partit alors sur sa piste à lui. « Alors, monsieur, vous qui êtes neutre, qu'est-ce que vous pensez des propositions de paix de l'Allemagne ?» Il posait la question à voix basse pour que les voisins, des oreilles ennemies peut-être, ne l'entendissent point. Monsieur Frédéric, tout bien considéré, jugea bonne l'audace et répondit à voix non moins basse. « Les Alliés feraient bien de les accepter. Quel espoir ont-ils maintenant d'obtenir plus que ce que l'Allemagne leur propose ?» Lehameau dégusta cette réponse, sourit, se frotta les mains. On allait pouvoir causer. Ce dimanche, Annette l'attendait devant la porte de la rue, appuyée contre la grille. Elle s'était lavé les mains et avait mis ses plus beaux atours, la petite coquette, et Lehameau, l'apercevant de loin, murmura « Est-elle mignonne ?»
et sur ses paupières inférieures vinrent flotter 2 douces larmes que sécha le vent d'hiver. « Bonjour, Annette, dit le hameau, comme tu es belle aujourd'hui. »« Je suis plus belle que les autres fois ?»« Oui, dit le hameau, certainement. »« Savez-vous, monsieur Bernard, pourquoi je suis plus belle que les autres fois ?»« Non, je ne sais pas, dit le hameau. »« Vous devinez pas ?»« Non, dit le hameau. »« C'est parce que je sors seule avec vous aujourd'hui, monsieur Bernard. »« Tu es une délicieuse petite fille, dit le hameau. » Il lui tapota la joue, puis brusquement. « Où est Polo? Il est malade ?»« Oh non, il est boy scout. Alors le jeudi et le dimanche, on ne le voit plus. Il pense plus qu'à ça. »« C'est bien ça, dit le hameau. C'est très bien ça. »« Oh non, ça le rend idiot. On ne peut plus jouer avec lui. Alors on s'en va ?»« Oui, dit le hameau. Mais il faut peut-être que je dise à ta sœur que je t'emmène. » « C'est pas la peine, elle le sait, ne dérangez pas. » Ils s'en furent. Elle était trop grande pour qu'il lui donnât la main. Elle était trop petite pour qu'il lui donnât le bras. Ils s'en furent côte à côte. À quelques mètres de l'arrêt du tram, elle se pendit à son bras et se serra contre lui. « Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? Monsieur Bernard ? Eh bien, mon enfant, j'ai pas envie d'aller au cinéma aujourd'hui. » Non ? Non. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux aller me promener dans la forêt de Montjon. Ce qu'il fait bien froid, dit le hameau. J'aurai pas froid. Bien vrai ? Bien vrai. Je n'y vois pas d'inconvénient, dit le hameau. Dans ce cas, on va prendre le tram dans l'autre sens. Oh, chic, dit la petite fille. Ils attendirent le tram un long temps. Puis ils entrèrent dans la forêt. Ils marchèrent entre des arbres de silex, et sous leurs pieds se fragmentaient jusqu'à la poussière des feuilles grises et métalliques. Il faisait bien froid. « Tu n'as pas trop froid ?» demanda le hameau. « Oh non, quand je suis avec vous, ça me tient chaud. »« C'est vrai ?» demanda le hameau en riant. « Moi aussi, tu sais, ajouta-t-il alors très sérieux. « Quand tu es avec moi, je ne pense plus au froid, à la dureté des temps. » « Vous êtes malheureux, monsieur Bernard ?»« Moi, non. Pourquoi penses-tu que je puisse être malheureux ? Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas heureux, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, je ne cherche pas à être heureux. Mais tu es encore trop petite, trop jeune pour comprendre cela. »« Dites, monsieur Bernard. »« Oui. Vous l'avez revue, la poule de l'autre dimanche, l'anglaise qui était au cinéma ? » « Eh oui, bien sûr, je la vois souvent. Elle travaille à la base anglaise et je suis en rapport constant avec eux. Pourquoi me demandes-tu cela ? Vous l'aimez, hein ? Mon enfant, dit le hameau, je ne veux avoir avec toi que des conversations de ton âge. Mon âge ? Dans un petit peu plus d'un an, je pourrais me marier. C'est ma grande sœur Madeleine qui m'a appris ça. Eh bien, nous en reparlerons dans un petit peu plus d'un an. Dites, monsieur Bernard, si j'avais un petit peu plus d'un an de plus, est-ce que vous m'épouseriez ? Le hameau s'arrêta et bouleversa avec sa canne des strates de feuilles mortes, très mortes. Mon enfant, je viens de te dire que je ne voulais avoir avec toi que des conversations de ton âge. Moi, je vous épouserais bien, dit Annette. Le hameau ne répondit pas. Vous aimez l'autre, hein ? dit Annette. L'anglaise ? Le hameau répondit lentement. « Je ne sais pas si c'est cela que l'on appelle aimer. »« Qu'est-ce qu'on appelle aimer ?» demanda vivement Annette. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda le hameau en souriant. « Moi, je pense tout le temps à vous. J'attends avec impatience la sortie du dimanche et je vous trouve beau, très beau. »« Alors, je l'aime, » murmura le hameau. Annette s'enfuit en courant. Le hameau, d'abord étonné, essaya ensuite de la rattraper. Mais avec sa jambe un peu raide, il n'allait pas bien vite. Tout de même, il pouvait courir. C'était donc vrai que sa jambe guérissait. Le toubib lui avait dit « Votre jambe guérira, mais dans ce temps-là, la guerre sera finie. » Allez, la guerre n'était pas finie, bien sûr. Il l'avait prévu.
Mais maintenant tout de même sa jambe allait mieux, beaucoup mieux, il pouvait courir, mais il ne pouvait rattraper Annette. Elle se retourna et le vit qui traînait sa pauvre guibole sur les feuilles mortes. Elle eut pitié de sa maladresse. Il lui parut un petit enfant pour lequel le jeu doit avoir des condescendances. Elle s'arrêta. « Annette, Annette, qu'est-ce qu'il te prend? Vous ne m'aimez pas, dit Annette. C'est très vilain de bouder. Vous ne m'aimez pas, dit Annette. Mon enfant, ma petite amie, murmura le hameau très vite, courant après ces mots avec maladresse. Tu es ma petite amie, ma petite amie. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Tu es tant de choses pour moi, tu ne peux pas savoir tout ce que tu es pour moi. Tu es une flamme qui m'éclaire, une petite flamme dans la nuit. Tu es quelque chose d'inouï. Je ne saurais pas t'expliquer ça, une merveille, une merveille. C'est vrai tout ça? Mais naturellement c'est vrai, et moi aussi je pense tout le temps à toi. Ça c'est pas vrai, dit Annette, c'est pas possible. C'est pas possible puisque vous pensez tout le temps à l'anglaise. Ça n'empêche pas, affirma le hameau, avec l'assurance des grandes personnes qui veulent faire croire aux enfants que le Père Noël existe. Annette sourit. Elle le regardait avec tendresse. D'ailleurs, ajouta le hameau, qui venait de faire une découverte, d'ailleurs, ajouta le hameau d'un air malin, si on se mariait ensemble, comment pourrais-tu devenir une espionne? Tu te rappelles ce que tu m'as dit l'autre jour, que tu voulais devenir une espionne comme au cinéma. Alors si tu te mariais avec moi, comment pourrais-tu devenir une espionne? Ça n'empêche pas, dit Annette. Ils se mirent à rire. Ils riaient tous les deux très fort. Apparut alors un homme vêtu d'un gris venimeux et qui poussait une brouette chargée de bois mort. Annette hurla. « Un Boche !» cria-t-elle. C'était un prisonnier de guerre qui faisait son petit boulot bien peinard. « Voyons, Annette, dit le hameau, n'aie pas peur, qu'est-ce qu'il te prend ?» Mais lui-même était surpris. « Quel idiot de nous fiche la trouille comme ça !»« Tu trembles encore, dit le hameau qui la tenait toujours serrée contre lui. Mais il ne faut pas dire la trouille, c'est vilain. » Cependant, le PG avait stoppé, indécis et gauche. Finalement, il se mit au garde à vous et fit le salut militaire. « Je m'excuse, dit-il avec les altérations phonétiques d'usage. J'ai fait peur à la petite fille. Je ne vous avais pas vu. Je m'excuse. »« Ça va, mon ami, dit le hameau. »« Comment ?» s'écria Annette scandalisée. « Vous dites mon ami à un Boche !»« Eh bien, dit le hameau, qu'est-ce que vous foutez encore là? Ça va, trompé. »« Ça, c'est mieux, dit Annette. L'autre était retourné docilement à sa brouette. « Vous êtes seul ?» lui demanda le hameau. « Oui, mon lieutenant. »« On vous laisse circuler comme ça, sans être gardé. »« Oui, mon lieutenant. »« Ça ne vous donne pas envie de vous évader ?»« Non, mon lieutenant. »« Pourquoi non ?»« J'aime la France, mon lieutenant. »« Il est culotté, remarqua Annette. Le hameau fit signe à l'homme de s'éloigner, et l'homme s'éloigna silencieusement avec sa brouette. Le hameau s'appuya de toute sa hauteur contre un arbre et laissa son regard suivre jusqu'à l'horizon une allée à travers bois. Le jour s'embourbait des premières taches de la nuit. « Il rentre avec le crépuscule, remarqua le hameau. C'est aujourd'hui le jour le plus court de l'année. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda timidement Annette. « Nous allons rentrer aussi, dit le hameau, avec notre bois mort. »« C'est le Boche qui vous a rendu triste ?» demanda anxieusement Annette. Le hameau ne répondit point. Ils marchèrent en silence et sortirent de la forêt. Il offrit à la petite une collation dans une guinguette près du cimetière. Ils mangèrent des crevettes et il but du cidre. Cela l'égaya. Il lui raconta le premier mois de la Grande Guerre tel qu'il l'avait vécu, puis il la reconduisit chez elle. Il l'embrassa sur les joues, elle effleura sa bouche. Les fenêtres de la villa étaient éclairées.
Un phonographe projetait sur le trottoir une petite musique pivotante. Il faisait très froid. Amélie alla ouvrir, mais ce n'était pas M. Frédéric. On attendait M. Frédéric à dîner, mais ce n'était pas M. Frédéric. Le hameau, qui lisait en bâillant, se leva poliment lorsque Thérèse entra. « Qu'est-ce qui se passe, Bernard ?» demanda Thérèse. « Vous n'êtes pas venu déjeuner dimanche. On vous a attendu jusqu'à 1 heure. Depuis, on n'a plus eu de vos nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis accourue, j'étais inquiète. »« Et sénateur ?» demanda Bernard. « Ce n'est pas lui qui m'envoie. Il veut vous laisser mijoter dans votre jus, comme il dit. Il croit que vous êtes fâché à cause des questions qu'il vous a posées. Tant pis s'il s'est vexé, a-t-il dit. Ce n'est pas à moi de faire des avances. Moi, je suis venue, mais ne lui répétez pas. »« Je ne me suis pas vexé, dit Bernard, mais il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Vous voulez un verre de Porto ? Après tout, moi, je m'en fous de ce qu'il pense. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis pas allée me faire casser une jambe pour la France. À propos, elle va mieux, ma jambe. Je ne suis pas allée me faire casser une jambe pour que monsieur, mon frère aîné, vienne m'embêter à propos de 2 malheureux gosses à qui je paie le cinéma. Après tout, il n'y a plus de droit d'aînesse. C'est un tort, d'ailleurs. On l'a supprimé. On voit où ça mène. Je ne suis pas fâchée contre le sénateur, mais dimanche dernier, ça m'embêtait de vous voir, vous, tous les deux. Alors je ne suis pas venue. Vous voyez, je suis franc. Vous auriez pu nous prévenir. Cela m'embêtait aussi de vous prévenir. Vous êtes fâché contre moi aussi. J'étais un peu partie, hein ? Je crois que je vous ai fait une déclaration, du moins ça y ressemblait, mais ce n'est pas une raison pour être fâché contre vous. Ce serait plutôt à moi de vous en tenir rigueur. Vraiment, il me semble. Ah, bon, passons. Écoutez, Thérèse, est-ce que je ne vous ai pas fait aussi des confidences ? Vous m'avez parlé d'une certaine Héléna. Suis-je bête ? Vous regrettez cette confidence ? Oui, il ne faut jamais faire de confidences, cela abîme les sentiments. Pourquoi ? Vous ne l'aimez plus ? Vous l'aimez moins. Alors, ma chère Thérèse, vous me croyez assez stupide pour vous faire de nouvelles confidences. Excusez mon indiscrétion. Tout excusez. Mais dites-moi, Thérèse, comment est-ce une femme qui aime ? En voilà une question. Mais non, répondez-moi. Je ne me représente pas bien ça. Par exemple, est-ce qu'elle pense toujours à l'homme qu'elle aime ? Sans doute. Et elle le trouve beau ? Pourquoi pas ? Alors, quand vous avez épousé sénateur, vous le trouviez beau. Mais certainement. Ah, il y a des tas de choses dans le monde dont on ne se douterait jamais. Vous, je ne vous trouve pas beau, par exemple. Vous en doutiez-vous ? Vous êtes rosse, alors ? Il faut vous remettre à votre place de temps en temps. Cela vous sera difficile. Supposez que jusqu'à votre rosserie, c'était pour vous faire plaisir que je vous ai dit cela. Supposez que jusqu'à ce moment-là, je n'ai fait que me moquer de vous, hein ? Supposez cela. Alors que devient votre rosserie ? Cela me fait rire, comme fait mon optimiste de frère. Je ne vous trouve pas beau, mais je ne vous trouve pas très intelligent non plus. Vous ne m'aimez pas, quoi, comme vous dites. Alors pourquoi êtes-vous venu me faire part de vos inquiétudes ? Je voulais simplement vous annoncer que Charles venait en permission pour les fêtes. Il arrivera le 24. Je le sais, il m'a écrit. Vous viendrez dîner le jour de Noël ? Avec plaisir. Et voilà vos inquiétudes réduites aux justes proportions d'une invitation à dîner. Simple, n'est-ce pas ? Alors, à lundi. Elle se leva.
Selon vous, Thérèse, qui sont ces deux enfants que j'emmène au cinéma tous les dimanches? Je n'en sais rien, mais n'oubliez pas leurs étrennes, ni leur arbre de Noël. Merci, j'y penserai. Elle s'enfuit. C'est joli, ces bottines montantes, remarqua le hameau pour lui-même, mais cela use du cuir et on en a besoin pour l'armée. À la porte, on sonna. Peu après, M. Frédéric entra. « Hé hé !» fit ce dernier en s'essayant à une diction grivoise, telle qu'on s'imagine la française sur les bords de l'Elbe. « Hé hé ! J'ai rencontré une fort jolie femme qui sortait de chez vous. Ma belle-sœur, vous voulez un verre de Porto? Merci, volontiers. Vous êtes marié, monsieur le Hameau? Veuf. C'est prêt, vint hurler Amélie. Je m'excuse, dit monsieur Frédéric, j'étais un peu en retard, n'est-ce pas? Mais pas du tout, c'est ma bonne qui est toujours pressée. Allons, à table, allons. Lorsque le Hameau vit monsieur Frédéric devant son potage, de la bonne soupe chaude à vous brûler la gueule avec des yeux de beurre et des végétaux entiers, lorsqu'il le vit s'estomper derrière la fumée qui s'échappait du cratère de son assiette et se présenter comme une apparition évoquée par les prestiges de la magie cérémonielle, lorsqu'il vit cet homme qu'il connaissait à peine occuper cette place en face de lui, il demeura béant, le bras levé, immobile, la cuillère à la main. M. Frédéric le regarda étonné. Ses lèvres remuèrent. Le Hameau les voyait suspendus dans le brouillard potagineux. La voix demanda « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» La cuillère descendit vers la fournaise et plongea dans le bouillon. « Ce n'est rien, » dit le Hameau, « rien. Fameuse cette soupe, hein? De la bonne soupe normande aux légumes. Dites-moi, la fondue suisse, qu'est-ce que c'est? » Monsieur Frédéric lui en fournit la recette. Dans la salle à manger de style Émile Loubet, une ombre subsistait. Sur la cheminée, entre deux bronzes de Barbedienne, il y avait un objet qui avait été fabriqué avec des fleurs d'oranger. Ce n'était pas une ombre, ce n'était pas un fantôme, un vrai fantôme. Il n'y a pas beaucoup de maisons hantées au Havre. C'était quelque chose de beaucoup plus pesant, quelque chose qui se trouvait dans le hameau lui-même, une épaisseur de passé coagulée dans sa mémoire, la trace phosphorescente d'un être décédé, un caillot de souvenirs. Depuis la mort de sa femme, le hameau n'avait jamais admis aucun être vivant à sa table, ni parents, ni amis, ni supérieurs, ni ennemis, ni voyageurs. Depuis plus de 13 ans, ne s'était jamais assis ici un seul convive. Et c'est toujours dans la solitude que le hameau s'était ici livré aux actes de la mendication et de la déglutition. La salle à manger était de style Émile Loubet, un style intermédiaire entre le Félix Faure et l'Armand Fallières, très petit bourgeois par un certain côté, très petit chinois par un autre, et sentant à plein nez le gaz démocratique. Mais le hameau s'en moquait bien, il se souciait pas mal des styles. Sur la cheminée, il y avait une couronne de mariée, tout simplement. M. Frédéric était donc assis à cette place, qui fut celle de son épouse, de la jeune fille qu'il aima et qu'il rendit femme, de celle qui était peut-être mère lorsque l'incendie la dévora. Le hameau éprouva une brusque et violente répulsion. M. Frédéric le dégoûta. Cependant, réfléchissant, il en vint à admettre qu'il y était bien lui-même pour quelque chose. Son aversion soudaine pour M. Frédéric en diminua d'autant, mais la gêne qui lui serrait doucement le gosier ne fit que s'en accroître. Percevant le trouble, mais trop lourd pour en découvrir la cause, son hôte comprit toutefois qu'il était d'une élémentaire tactique d'entretenir la conversation tombée au rang de demi-mondaine,
et monnayant ses connaissances en helvétiologie, passa de la fondue aux vaches, à l'hôtellerie, à la tuberculose et à la neige. Monsieur Le Hameau laissait dire, ne fournissant pour sa part que l'aumône de quelques grognements sans signification appréciable. Après le potage, on servit du ragoût. Après le ragoût, Le Hameau se sentit mieux, car il aimait le ragoût. Après le fromage, il se sentit encore mieux, car il aimait le fromage. Après le calvados, il se sentit tout à fait bien. Amélie desservit la table et disparut. Il se sentait maintenant tout à fait bien. Il avait envie de causer sérieusement avec M. Frédéric et se réjouissait d'avoir enfin trouvé quelqu'un devant qui il pourrait parler en toute franchise. D'un coup de langue, il fit résonner le fumet du calvados, puis il dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention du président Wilson ? Les buts de guerre des belligérants. De quoi se mêle-t-il ? Voulez-vous me le dire ? Il veut brouiller les cartes. Les buts de guerre des belligérants, tout le monde les connaît pour la France, c'est de reconquérir l'Alsace-Lorraine, pour l'Allemagne de conquérir le monde. Entre nous, il faut avouer que ce dernier but a quelque grandeur. Qu'en pensez-vous, monsieur Frédéric ? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu exagéré ? J'espère que non, dit Le Hameau. Sans cela, ce serait à vous dégoûter de tout. Je vous étonne, hein ? Vous ne devez jamais avoir entendu un Français parler comme cela. Naturellement, je vous dis tout cela entre nous. Bien sûr, dit monsieur Frédéric. Vous voyez, monsieur Frédéric, il y a une chose dont j'ai horreur par-dessus tout, c'est de la République française. Les radicaux, les socialistes, les radicaux socialistes, poif, poif, poif. Les francs-maçons, les juifs, les syndicats, poif, poif, poif. L'éducation laïque, les instituteurs, les ouvriers conscients et organisés, poif, poif, poif. Hein, qu'est-ce que vous en dites ? Et la démocratie, poif, poif, poif. Tout cela me fait vomir, monsieur Frédéric, tout juste vomir. Vous êtes royaliste alors, monsieur Le Hameau ? Royaliste ? Peu ! Qu'est-ce que c'était que les Bourbons ? Des Juifs ? Regardez leur nez. À quoi cela nous avancerait d'avoir un roi ? Ce serait du pareil au même. Tout ça, c'est de la gnognotte. Moi, monsieur Frédéric, moi je vais vous dire ce qu'il faudrait à la France pour la sauver du désordre et de la décrépitude. Mais naturellement, tout cela, c'est entre nous. Bien sûr, dit monsieur Frédéric. Non, dit monsieur Le Hameau. Il se leva et alla se verser un autre verre d'alcool. Encore un peu de calva, monsieur Frédéric ? Non, merci, pas pour moi. Petite nature, murmura Le Hameau. Comment ? demanda monsieur Frédéric. Je disais non, je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas continuer à vous dire tout ce que je pense. Tout de même, c'est très grave en ce moment de ne pas penser comme tout le monde. Je pense des choses trop exceptionnelles, trop risquées. Avec force. Monsieur Frédéric, est-ce qui me garantit votre discrétion ? Monsieur Frédéric hésita, puis... Mais, monsieur Le Hameau, ne me dites pas ce que vous jugez bon de me dire. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous pousser à des confidences. Des confidences, oui, des confidences. Le Hameau demeura rêveur. Héléna, 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 Héléna. Prochain rendez-vous lundi. La posséderait-il ? Posséder. Quel mot ? Posséder, posséder, posséder. Posséder une femme. Héléna, 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 Héléna. Monsieur Frédéric comprit qu'il avait aiguillé son hôte sur une divergence. Il lui remit le grappin dessus. « Après tout, dis-je, je prendrai bien encore un petit verre de cet excellent calvados. Il est fameux, hein ?» dit Le Hameau. « Les Boches n'en boivent pas de comme ça, ni les Français d'ailleurs. Il n'y a qu'en Normandie qu'on en trouve du pareil. » Il se rassit en soupirant.
Ah, après tout, dit-il, la France, qu'est-ce que c'est? La France, c'est le pays des Francs. Qu'est-ce que c'était que les Francs des Allemands? Au fond, le mot France est synonyme du mot Allemagne. Curieux, hein? Remarquez encore autre chose. Quel est le plus beau produit de l'art français? L'architecture gothique, incontestablement. Qu'est-ce que c'était que les Goths? Encore une fois des Allemands. D'ailleurs, nous autres, Normands, nous descendons des Vikings. Vous savez que l'année prochaine, on célébrera le 4e centenaire de la fondation du Havre? Bon, se dit M. Frédéric, le voilà encore qui s'égare. Non, dit M. Frédéric, je ne savais pas. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, il me semble qu'il y a tout de même quelque chose de paradoxal dans vos théories. Je me demande si vous ne voulez pas vous moquer un peu de moi. Mais pas du tout, pas du tout. Je pense absolument tout ce que je vous ai dit, et même au-delà, monsieur Frédéric. Me jurez-vous le secret? Monsieur Le Hameau, monsieur Frédéric, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que... Monsieur Frédéric, Monsieur Frédéric, vous pouvez être sûr de moi. Vous connaissez la devise? Taisez-vous, méfiez-vous. Monsieur Le Hameau, je serai discret. Vous le jurez? Je le jure. Ah. Le Hameau fit ah, puis il fit encore. Ah, ah. Et lorsqu'il eut fait ah, ah, il reprit. Eh bien, monsieur Frédéric, vous savez ce qu'il faudrait pour sauver la France de la décrépitude et du désordre. Vous ne le savez pas? Non? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il faudrait un protectorat allemand. Il faudrait un protectorat allemand sur la France. Voilà ce qu'il faudrait. Ah. Monsieur Frédéric fit ah, puis il fit encore. Ah, ah. Monsieur Frédéric était très intéressé. Bernard arriva le dernier chez son frère. La première personne qu'il vit fut Adolphe. « Pouah !» pensa-t-il. Puis il aperçut Laly avec ses quartz, ses perlouses et son gros derrière. Puis Thérèse qui croisait les jambes. Ah, oh, ah, et montrait la partie inférieure de ses mollets gainés de cuir lacés haut. Puis Sénateur qui exultait. Puis Charles. Il se précipita sur ce dernier et lui donna l'accolade. Il avait toujours aimé son neveu. Il était content de le revoir. Il l'agitait par les 2 épaules et son visage prenait la forme du masque de la joie. Après avoir ainsi perturbé son comportement pendant 100 à 150 secondes environ, il alla s'asseoir dans un fauteuil, un verre à la main, et demeura silencieux. Il fixait au centre de sa mémoire une oreille. Il entendait dans le lointain le cousin suisse bouillonner de jusqu'au boutisme et tenter de faire raconter à Charles ses exploits guerriers. Sénateur qui l'encourageait, Thérèse et Laly qui bavardaient parallèlement. Tout ça, ça faisait du brouhaha, mais un brouhaha un peu solide et qui ne l'offusquait point. Il l'écoutait sans que cela troublât l'image qui l'enchantait, au contraire du chien qui bouleverse son reflet en buvant l'eau qui le mire. Mais ces borborigmes de l'espace n'étaient en aucune façon des échos de sa rumination. L'oreille gardait sa netteté, le charme de ses courbes, le fini de son dessin, une oreille petite et délicate et jeune, croquante et nacrée, câlinement serrée contre la paroi du crâne. Une fleur de chair merveilleuse et translucide. Héléna, 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 Héléna. Ils se sont promenés cette fois-ci sur le haut de la falaise. Il faisait toujours un beau temps gris d'hiver, un ciel de neige avortée. Un vent sec écorchait la peau. Ils marchent lentement le long de la terre sectionnée, en bas poudroie la mer. Ils commencent par épuiser la conversation courante, celle qu'on trouve dans les manuels bilingues.
C'est aujourd'hui Noël. Noël, c'est une histoire de pudding et de boudin. Un prétexte à manger quoi. Elena se déclare agnostique. Son père avait été un athéiste militant et sa mère, en France, élevée laïquement. Lui, il a été à la messe ce matin. C'est beau la messe, les chants, l'odeur plus que pharmaceutique, la discipline pour le peuple. Noël. Mais c'est le jour anniversaire de la naissance du Christ, s'il a existé. Elena en doute fort qu'il ait existé. Elle croit là-dessus son alcoolique de père, qui en connaissait au moins 36 raisons pour qu'il n'ait pas. Drôle de conversation. On ne la trouve pas dans les manuels. Sur l'eau en bas, il y a des bateaux. Mais on ne va pas encore parler des transports et de la guerre. Il la prend par la taille. Il retourne à la conversation courante, celle qu'on trouve dans les manuels bilingues. Il lui dit « Je vous aime ». Mais non, il n'est pas retourné à la conversation courante. C'est un « je vous aime » à lui, différent des autres. Des autres « je vous aime ». Ils s'embrassent. Sa langue, à elle, est comme une petite bête humide qui sortirait d'un bain, tiède et charnue. Elle se débat contre la sienne pour être mieux docile. Il tient son corps serré contre le sien, mais c'est un corps tout vêtu, étranger, et il fait si froid. Même pour s'embrasser, il fait très froid. Leurs lèvres se séparent et le vent glisse entre leurs visages comme un couteau. Il lui dit « Je vous aime, Elena. Venez chez moi. Vous ne voulez pas venir chez moi? C'est très raisonnable, il fait si froid. » Mais non, elle ne veut pas venir chez lui. Il fallait s'y attendre. Il juge sa demande brutale. Mais pourquoi ne veut-elle pas venir? Il le lui demande. Elle ne répond pas à sa question, mais c'est elle qui maintenant dit « Je vous aime » et qui l'embrasse. Il ferme les yeux et ses doigts se crispent sur le drap de l'uniforme. C'est très beau tout ça, mais ne couchera-t-il donc jamais avec elle? Jamais, jamais, jamais. Leurs lèvres se séparent et le vent glisse entre leurs visages comme un couteau. Il lui demande encore une fois si elle ne veut pas venir chez lui. Mais non, elle ne veut pas, il lui sourit. Ils reprennent leur promenade, marchent lentement. Il la regarde, qu'elle est belle, et découvre son oreille, petite et translucide. Elena. On se leva pour aller dans la salle à manger. Bernard retint son frère par la manche. « Alors, tu as invité le Suisse ?» Sénateur s'excusa. « Je ne pouvais pas faire autrement. » Tous se mirent à croûter. Mais chaque chose, chaque geste, chaque incident appelait une allusion aux tranchées ou aux boches ou au Toto ou à Rosalie. Charles donnait la réplique avec discrétion, souriait parfois gêné, parfois n'avait même pas l'air de comprendre. Adolphe s'étonnait vaguement de ce manque d'enthousiasme et remettait ça avec l'héroïsme, les charges à la baïonnette et les camarades apeurés des adversaires. « Ce sont de bons soldats, » dit timidement Charles. « Pensez-vous, » dit Adolphe. « Ils détalent quand ils voient Rosalie. » Détaler était un mot qu'il avait appris dans le journal, et Rosalie naturellement. Les hostilités enrichissaient également son vocabulaire. « Ces gens-là sont des lâches, » dit Sénateur. « Il ne faudrait tout de même pas exagérer, » murmura Charles. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Sénateur. « Je dis qu'il ne faudrait pas exagérer. »« Comment? Ces gens-là ne sont pas des lâches qui brûlent les cathédrales et coupent les mains des petits-enfants ? Oui, mais ça n'empêche pas que ce soit de bons soldats, au point de vue militaire, tu comprends ? » « De bons soldats !» s'exclama Adolphe. « Mais il les a eus, notre Joffre !» Bernard commençait à trouver cette petite discussion fort divertissante.
Mais, demanda-t-il d'un air distrait, est-ce qu'il ne vient pas d'être limogé, notre Joffre? Et il ajouta, d'ailleurs, s'ils étaient d'aussi mauvais soldats que vous le dites, qu'est-ce qu'il faudrait alors penser de nos poilus qui n'ont pas encore réussi à les bouter hors de France? S'ils sont des lâches, que sont alors les Français qui ne parviennent pas à les battre? Ce sont incontestablement d'excellents soldats, courageux, disciplinés, etc. On savait qu'avec Bernard on pouvait s'attendre aux propos les plus scandaleux, les plus extravagants, mais cette fois-ci il dépassait toute mesure. Le violet de l'indignation vint mûrir dans les artères d'Adolphe. « Mon oncle a raison, dit Charles avec assez d'assurance. Sa croix de guerre lui donnait tout de même bien le droit de parler, mais la consternation écrabouilla des visages. « Vous êtes excusable, conclut un Bernard très condescendant. Il n'y a que des combattants pour comprendre que l'on peut avoir de l'estime pour son adversaire. » Il ne poursuivit point son avantage et l'on parla d'autre chose. Et l'on évita par-dessus tout les questions de stratégie et de politique extérieure. Avec un type comme Bernard, c'était prudent. Sinon les choses se seraient finalement gâtées. Quant à Charles, il se félicitait qu'on lui foutît enfin la paix. Il en gardait pour Bernard quelque reconnaissance. Et Bernard, satisfait de son triomphe, ne se souciait plus de dérouter les naïfs. Lorsqu'ils se sont quittés, elle lui a dit qu'elle craignait qu'on ne la renvoyât en Angleterre. Personne n'ignorait qu'elle sortait avec lui. C'était déjà courageux de sa part, audacieux, risqué de sortir avec lui. Elles étaient très tenues, la discipline était très sévère. Et si on la renvoyait en Angleterre? Non, on ne la renverrait pas en Angleterre. Et si on la renvoyait en Angleterre? Alors il s'écrierait sans doute, et après la guerre il pourrait se revoir. Cet après la guerre le faisait maintenant sourire. Pas plus là-dessus que sur le reste, il ne voulait se faire ce qu'il appelait des illusions. Si elle retournait en Angleterre, c'était fini. C'était absolument fini. C'était radical comme la mort. Deux coquillages collés à la même pierre, en même bois, une vague en arrache un et voici, l'océan l'absorbe, même s'il se raccroche à quelque autre rocher, à quelque autre navire. Le délicat coquillage de son oreille tremblait au fond de sa mémoire. Héléna, 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 Héléna. Elle serait perdue. L'absence s'enflerait de toutes les catastrophes, et dans la masse opaque des malheurs du monde, cette séparation se perdrait indiscernable. Elle serait engloutie. Il l'aimerait, ou il ne l'aimerait plus. Ridicule. L'image d'une rencontre future en des temps pacifiques. L'histoire écrasait le roman de sa patte épaisse. Il sourit avec mépris. Il est de nouveau assis dans un fauteuil, un verre à la main. Après dîner sont venus des invités. On montre le père missionnaire, on exhibe le héros. Il y a là les Duplanchet, les Saqueville, les Poussinet, d'autres encore. Sénateur fait monter du champagne, lequel pète. On ne s'embête pas à l'arrière, dit Bernard à son neveu qui passe près de lui. Mais Charles disparaît aussitôt, ravi par quelques jeunes femelles. Il sourit avec mépris. Thérèse s'approche de lui. Il se lève poliment pour lui offrir son fauteuil. Il tire une chaise près d'elle. « Vous êtes-vous souvenu de mon conseil ?» lui demanda-t-elle. « Vous m'avez donné un conseil à propos de ces enfants. C'est vrai. Oui, je vous remercie. Je leur ai donné des jouets splendides. Vous connaissez leurs parents? Oui. Il a passé toute la soirée chez la grande sœur Madeleine, à boire de la bénédictine avec des officiers anglais et des amis de la grande sœur Madeleine. Les enfants riaient au milieu de leurs jouets. C'était très chaste. Puis les enfants se sont endormis au milieu de leurs jouets. Polo le premier. Le hameau a porté Annette dans ses bras jusque sur son lit.
La grande sœur Madeleine l'a déshabillé. Lui, il est sorti de la chambre sans regarder. Puis tout le monde est monté voir les enfants dormir et chacun s'attendrit. Après, on a recommencé à jouer du phono, on a dansé, c'était moins chaste. Le hameau avait même, croyait-il, embrassé Madeleine, mais par gentillesse simplement. Une auto de la base l'a ramené chez lui. Il avait passé une bonne soirée. « Ils n'ont pas de parents, dit Bernard. Alors comment pouvez-vous les connaître ? Évidemment, quand je vous ai dit oui, ce n'était pas tout à fait exact. Passons. Thérèse, il ne m'est pas possible de vous parler des parents de ces petits-enfants. J'ai pourtant une nouvelle à vous apprendre. Je ne sais si elle vous intéressera. Vous êtes la première personne. » Il réfléchit. « Oui, la première à qui je l'annonce. D'ici peu de temps, ma jambe sera complètement guérie et je pourrai être envoyée sur le front. »« Vous devez être content, » dit Thérèse. « Naturellement. » Ils se turent. « Et vos amours avec cette jeune fille en uniforme ?» demanda Thérèse. « Ah oui, je vous ai parlé de cela. » Il fixa son oreille, elle était aux trois quarts cachée par les cheveux. Il n'en pouvait voir que le lobule rose et menu. « Ne me regardez pas comme ça, » dit Thérèse, « vous me gênez. »« Pardon. » Ils se turent. « Et cette Anglaise ? Eh bien, elle ne m'aime guère. »« Pourquoi ? Elle ne veut plus vous voir ? » ?»« Oh si, mais elle ne veut pas coucher avec moi. »« Oh !» fit Thérèse. « Oh, Bernard, vous ne voudriez tout de même pas que je vous parle comme à une petite fille ? Et pourtant, songea-t-il, je sais aussi parler aux petites filles. »« Non, dit Thérèse, mais vous pourriez vous exprimer moins crûment. »« Peuf, hypocrisie, cela nous vient encore d'outre-Manche. Pourquoi ? Vous méprisez tout ce qui nous vient d'Angleterre. »« Bonne répartie, murmura Bernard. Il se pencha vers elle. « Je l'aime, murmura-t-il. Mais dans un mois, cet amour sera mort, consumé. Nous serons séparés, nous serons perdus l'un pour l'autre, et tout sera fini. Il y a un incendie qui s'est allumé quelque part, et qui s'étend, et qui se propage, et qui brûle tout ce qu'il rencontre. Ils font les soudures, et ce qui n'est pas d'une seule pièce s'écroule, démantibulé en morceaux. Les petits métaux vils fondent tout de suite, mais les autres seront trempés, peut-être. C'est un grand incendie, vous savez, Thérèse. Oui, murmura Thérèse. Il y a de grands bois calcinés où les oiseaux ne reviendront plus. Comme c'était beau, comme c'était triste. Thérèse soupira. Elle sentait en elle se propager des ondes du tympan à la matrice. Elle n'osait regarder Bernard, qui s'était tu. Madame du Planchet s'abattit sur eux comme un gros insecte, un de ceux qui vivent dans les mares et qui s'envolent parfois pour retomber gauchement sur l'herbe n'importe où. L'œil de M. Le Hameau junior lui fit un peu peur, mais, ayant été bien élevée, elle engagea tout de suite une conversation plausible. Bernard se leva et lui offrit poliment sa chaise, puis s'excusa, puis partit. D'autres s'excusèrent, d'autres partirent, puis tous. Dans la chambre de Le Hameau senior, Thérèse lit au lit. Sénateur s'apprête à se coucher. « Tu as découvert qui sont ces enfants ?» lui demande-t-il. « Non, mais j'ai une idée. Peut-être que ce sont les enfants d'un de ces hommes qui auraient été tués à côté de lui et qu'il est devenu pour ainsi dire leur tuteur. Si c'était vrai, pourquoi ne pas nous le dire? Ce serait tout à son honneur, mais je crains le pire. Il m'a encore appris autre chose. Quoi donc? D'ici peu, il repartira sur le front. » Le sénateur réfléchit. « Ça ne lui fera pas de mal. Il était impossible ce soir. » Thérèse se remit à lire. Le sénateur se glissa entre les draps. Il s'approcha d'elle. « Fiche-moi la paix, » dit Thérèse. Devant son café au lait, la Noël passée, Le Hameau tartinait avec une extrême lenteur.
Il n'imitait point son entrain habituel. De même, il ne s'était point précipité sur les journaux qui gisaient indépliés à sa droite. « Monsieur a encore porté trop de brins d'hier soir, » dit Amélie, qui l'observait. « Ça embrouille la cervelle. »« Foutez-moi la paix, » répondit le hameau distraitement. Il se sentait la tête légère, alerte, un peu vide même. Il ne savait même pas qu'il était inquiet. Il n'essayait pas d'imaginer ce qui devait arriver. Il y avait certainement quelque chose qui allait arriver. Le jour de l'incendie, il était comme ça. Mais ce n'était pas possible de s'imaginer cela, l'incendie. Il se mit à tremper son pain dans sa tasse, mais avec tant de négligence que des yeux de beurre flottèrent à la surface du jus brunâtre. Le hameau les examinait avec intérêt. Un incendie, c'est difficile à s'imaginer, mais un départ. Le hameau ne s'imaginait point. Il s'inquiéta finalement de l'heure. Il n'y avait pas de raison pour qu'il soit en retard aujourd'hui plus que les autres jours. Il n'était jamais en retard. Il abandonna la trompette et le communiqué du jour. Il marcha d'un bon pas. Il ne se servait plus de canne. Ce jour-là, pas plus que les autres. Il ne fut en retard. Au grand déjeuner comme au petit, il rechignait à la nourriture. Amélie lui dit « Monsieur devrait prendre un laxatif. » Il répondit « Mais foutez-moi donc la paix !» Elle avait 15 ans de service. Il n'avait pas peur de la vexer. Mais c'est à peine s'il lut le communiqué allemand dans le journal de Genève. Lorsqu'il se leva de table, il y avait une dizaine de boulettes de pain sur la nappe, toutes d'un volume assez considérable et grises d'empreintes de doigts. L'après-midi, il trouva un prétexte pour passer à la base. « Tiens, fit-il, Miss Weeds n'est pas là. »« Non, elle retourne en Angleterre. Elle part ce soir sur le bateau hôpital Sbelia. Il y a aussi 2 transports de permissionnaires qui partent ce soir, des qui ont raté le Xmas en terre britannique. Miss Weeds, elle part sur le bateau hôpital Sbelia. »« Très bien. Et quand reviendra-t-elle ? » ?»« On ne croit pas qu'elle revienne. » Il aimerait tout de même bien savoir quelque chose. Voici Captain K. Il le connaît, c'est un ami. Le capitaine ressemble à Lord K. Il devait être à Khartoum et à Fashoda et aux Indes. Il a l'air aussi militairement militaire que Mackensen ou Hindenburg. Il a des décorations, des médailles, des croix, des insignes. Il est franc et hiérarchique. Ça ne lui est pas difficile de donner des explications puisqu'il est franc et hiérarchique. Miss Weeds retourne en Angleterre, est renvoyée en Angleterre parce que sa conduite n'était ni franche ni hiérarchique. Que le lieutenant Le Hameau tire la morale de cette histoire. Discipline, discipline, et c'est pas le moment de rigoler. Naturellement, le capitaine dit ça à sa façon, en anglais, et d'une façon franche et hiérarchique. Le lieutenant Le Hameau, n'est-ce pas, comprend à demi-mot, n'est-ce pas? L'entente cordiale ne consiste pas à dépuceler les petites vierges britanniques, n'est-ce pas? Le capitaine lui tend la main et le chécandise. « Courage, mon garçon !» Le Hameau sort de là, il est tout vidé. Il s'appuie contre un poteau, il trébuche. Il aurait maintenant besoin de sa canne pour marcher. Il sue. Il doit finir sa journée au bureau. « Ça ne va pas, mon vieux, lui dit-on. Tu as trop bu ces jours-ci, c'est le foie. » Il y a des jours où il y a beaucoup de travail, d'autres où il y en a moins. Aujourd'hui, c'est un jour où il y a précisément beaucoup de travail. « Vous n'avez pas l'air bien, » lui dit franchement son supérieur hiérarchique. « Vous devriez rentrer chez vous, il faut vous soigner. »« Ah, mais non, le Hameau est un homme de devoir, il faut que le travail soit terminé. » Lorsqu'il sort, il fait nuit, nuit, nuit. Il y a aussi un peu de brouillard.
des sortes de larves qui se collent au réverbère. Le hameau doit aller maintenant au quai d'escale. Il court à Tortoni. Il trouvera bien un officier anglais de connaissance qui mettra à sa disposition une voiture automobile et militaire. Il suffit d'insister et de boire une ou deux tournées en compagnie. L'auto file vers le port. C'est un long trajet. Il faut contourner les bassins. Les docks s'allongent. On n'en verra donc jamais la fin. Sur les quais dorment les marchandises. Elles roupillent, exténuées. La brume les enveloppe d'un duvet phosphorescent. C'est un long trajet. On n'en verra jamais la fin. C'est un sale rêve, un rêve dégoûtant à cause de sa longueur, un ténia qui n'en finit pas. Le quai de Nouméa n'est pas plus gai que les autres, certes, un peu moins même, et voici la masse blanche du bateau hôpital et ses croix rouges. Premier factionnaire, on passe. L'auto s'arrête. Deuxième factionnaire, le hameau ne passe pas. Il ne passera pas. Il se démène, il interpelle, il supplie, il argumente. Il ne passera pas. Les passerelles se rétractent dans le navire. Il n'aura pas passé le hameau. Il est là sur le quai, enfoncé comme un clou. Il regarde immobile les hublots éclairés, les silhouettes qui vont et viennent sur les ponts ou s'appuient contre le bastagage. La sirène braie, des cordes volent, les hélices battent l'eau en neige et le quai s'éloigne lentement, tiré en arrière. C'est comme ça que partent les bateaux. L'auto ramène le hameau vers la ville. C'est encore plus long que pour venir. Il lui semble que la voiture doive parcourir un à un chaque point de l'espace et reste ainsi immobile au centre de la nuit. C'est excessivement désagréable, c'est agaçant même. Et puis tout à coup voici des maisons, des gens qui passent, des lampes derrière des vitres. Voici même un tramway. Voici des cafés, des restaurants, des Vespasiennes. Du temps qui recommence à couler, quoi. L'auto s'arrête. Merci. Lorsque le hameau arriva au bout de la jetée, près du sémaphore, la sbellia s'engageait entre les deux digues. Il n'en pouvait plus voir que la poulpe blanche qui disparaissait graduellement, un fantôme qui marchait sur les eaux et s'en allait à reculons en le regardant. Héléna, 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 Héléna. Puis les deux transports traversèrent l'avant-port et disparurent, suivis d'un torpilleur. Le hameau regarda tout ça, tout ce spectacle. Puis il regarda l'eau. Puis il regarda le sémaphore. Puis il regarda le ciel. Puis il regarda l'eau. Puis il ne regarda plus rien. Il n'y avait plus rien à regarder. Il n'y avait plus qu'à s'en aller. Quand tout est fini, on rentre chez soi, quand on a heureusement un chez-soi comme le hameau. Alors, comme à la sortie des spectacles, surgissent des coins obscurs, les quémandeurs ignobles, mendiants et prostituées. Alors un personnage vint s'imposer à lui. « J'aime beaucoup voir le mouvement des bateaux, » dit Frédéric. « C'est un but de promenade fort intéressant. » Le hameau ne lui demandait rien. Ce convoi devait sans doute être dirigé sur Southampton, dit M. Frédéric. Non, Plymouth. Il y eut un silence. Cela vous intéresse, la destination des bateaux ? Demanda le hameau qui semblait penser à toute autre chose. M. Frédéric se demandait à quoi. Tout ce qui concerne la marine me passionne, dit M. Frédéric. Il est vrai que je mène une vie bien casanière, mais tout ce qui concerne la marine me passionne. Savoir où vont tous ces bateaux, c'est passionnant. Et surtout, monsieur le hameau, n'allez pas me plaisanter sur ma nationalité. Vous savez, l'amiral suisse. Une plaisanterie de ces imbéciles de Français, hein, fit le hameau. Monsieur Frédéric rit sans pudeur. Le hameau se sentait l'esprit net, coupant. Et de savoir quels bateaux sont attendus, c'est intéressant aussi, non ? Très intéressant, dit M. Frédéric. Et de savoir ce qu'ils transportent, ces bateaux, c'est intéressant aussi, non ?
Vous êtes très renseigné là-dessus, n'est-ce pas? Dit M. Frédéric. Au point de vue militaire seulement. Des transports de troupes, des unités qui doivent débarquer, d'où elles partent, où elles vont. Mais c'est intéressant aussi, les questions militaires, non? Sans doute, dit M. Frédéric. Mais comme je suis neutre, vous pouvez dire que ça ne me regarde pas. Et si vous étiez un ennemi, cela vous regarderait moins. Si j'étais un ennemi, dit M. Frédéric, je ne serais pas votre ennemi. Pourquoi donc? Je me réfère à notre conversation de l'autre soir. Ah! Vous ne pensez plus à ce que vous me disiez l'autre soir? Vous aussi, vous trouvez qu'il serait juste et désirable que l'Allemagne prenne en main les destinées de l'Europe et du monde. M. Frédéric se tut. Si vous ne me répondez pas, reprit le hameau, comment voulez-vous que je sache si cela vous intéresse ou non de connaître le mouvement des transports anglais? Je ne vous comprends pas très bien. Après tout, nous avons Jeanne d'Arc et Napoléon à venger, dit le hameau. Oui, je me demande comment les Français ont pu s'allier avec des gens qui leur ont fait tant de mal. Qu'est-ce que je vous disais? Dit le hameau. Alors, vous pensez bien que ce que vous me disiez l'autre soir, dit M. Frédéric, ne saisissant pas le sens exact de la phrase. Qu'est-ce que je vous disais? Monsieur Frédéric, est-ce que vous n'avez pas songé à moi comme un agent de ces grands desseins, un agent bénévole sans doute et modeste, mais efficace? Quel grand dessein? Demanda M. Frédéric. Monsieur Frédéric, il faut que vous me parliez franchement, ou bien ne comptez plus me revoir. Oui ou non? Cela vous intéresse-t-il de connaître le mouvement des transports anglais? N'est-ce pas là où vous vouliez en venir? M. Frédéric ne répondit pas. Monsieur Frédéric, pourquoi m'avez-vous caché que vous connaissiez mon cousin Jeffer? Il vous a parlé de moi, hein? Je fais des affaires avec lui, dit M. Frédéric. Et alors? Monsieur le hameau, dit enfin M. Frédéric, je crois sincèrement que vous êtes l'un des rares Français intelligents de notre époque, un de ceux qui ont compris que seul notre empereur et notre peuple peuvent sauver l'Europe du péril jaune, du péril russe et du péril anglais. Du péril juif aussi, cela va sans dire. Je suis heureux, monsieur le hameau. Je suis fier de rencontrer chez un Français une pareille compréhension, et j'espère que nous pourrons tous les deux collaborer, selon nos faibles moyens, à la noble mission de la nation allemande. Ce que le hameau ne pouvait pardonner à M. Frédéric, c'était de s'être assis à cette place, là, devant lui, à sa table, de s'être fait inviter, d'avoir souillé son seuil et son foyer. Il irait le lendemain sur la tombe de sa femme. Le lendemain, on apprit que le bateau-hôpital, la Sbelia, avait été torpillé en rade du Havre par un sous-marin allemand. La plupart des passagers avaient été sauvés, disait-on. Il parut très évident à Le Hameau qu'Héléna devait être de ce nombre. Les femmes et les enfants d'abord. Un naufrage n'est pas difficile à imaginer, pas plus qu'un incendie. Il était habitué aux catastrophes, Le Hameau. Il ne connaissait que ça, les sinistres. De temps à autre, des gens y échappent aux catastrophes, aux sinistres. Saine et sauve, Héléna. Saine, ce corps, ce visage, cet espoir, ces yeux, ces dents. Ses dents n'étaient pas très bien rangées. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Cela ne fait rien. Cette oreille, son oreille, le lobule sain d'une oreille saine, la fermeté de sa croupe. Sauve, vivante, revivante. Cela lui parut très évident. Héléna, saine et sauve. Héléna, 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 Héléna. Cela lui parut tellement évident que cela ne pouvait le détourner de son projet. Autour de lui, on vituperait la barbarie allemande. Tout de même, fallait-il être sauvage et malfaisant pour couler un bateau-hôpital?
Est-ce bête? Est-ce méchant? Le hameau écoutait sans rien dire. Il trouvait qu'il fallait un certain courage et une belle audace pour venir à quelques kilomètres des côtes françaises, torpiller un convoi escorté de navires de guerre. Des deux appréciations complémentaires, laquelle était la plus importante? Pouf! Il réfléchirait à cela plus tard. Songeant à M. Frédéric, il haussa les épaules. Pouf! S'avouant franchement malade à son supérieur hiérarchique, le hameau obtint une après-midi de repos. Après le déjeuner, il prit le tramway et se rendit au cimetière. Il s'arrêta devant des tombes d'Anglais, regardant le nom des régiments, s'intéressant aux provenances. Plus loin, des stèles s'ornaient de caractères arabes. Il marchait lentement, s'instruisant. Le vent soufflait toujours, c'était un dur hiver. Les arbres étaient décapés, seuls pendus aux croix se conservaient les fleurs artificielles. La même dalle de granit portait gravés les noms dorés de Zéphirine le hameau, d'Évodie le hameau et d'Émilie le hameau, sa mère, sa belle-sœur, sa première belle-sœur et sa femme. Il s'immobilisa tête nue devant la pierre, les mains croisées, mais il ne priait pas. Il savait bien d'une part que les défunts sont respectables, mais de l'autre, il croyait que quand on est mort, c'est pour longtemps. Alors il se découvrait, se signait, croisait les mains, mais il ne priait pas. Il ne priait pas, mais ça ne l'empêchait pas de pleurer. Il pleurait le corps immobile, sans hoquet ni sanglots, comme il en avait l'habitude. Il pleurait ainsi pendant une dizaine de minutes. C'était très long, dans le froid. Il était tout seul, dans le froid. Il pleura donc ainsi pendant une dizaine de minutes, puis il s'essuya le visage, se signa, se recouvrit, s'éloigna. Il poursuivit sa promenade, lisant les inscriptions, critiquant les épitaphes, étudiant des dates et des parentés. Il musait. Au bout d'une allée, il aperçut les derniers restes d'un cortège qui se dispersait. Il s'approcha de la fosse, toute fraîche, observant les deux fossoyeurs dans l'exercice de leur métier. Ainsi, songea-t-il, telle serait dans bien peu de temps la situation de M. Frédéric, dans une boîte avec de la terre s'égrenant sur lui. Il voyait très bien M. Frédéric allongé dans un cercueil avec 12 balles dans la peau. Ça lui irait très bien à M. Frédéric. C'était même pour lui une destination tout indiquée. Et après tout, il ne demandait qu'à sacrifier sa vie pour sa patrie, M. Frédéric. Le hameau poussa un petit rire, bref, immédiat. Les deux fossoyeurs s'arrêtèrent surpris et le regardèrent. Il ne présentait rien de surprenant. Ils avaient dû se tromper, mal entendre. Lui, il continuait à les surveiller et ne bronchait pas. Il se sentait gêné. Il leur parut alors obligatoire de faire un brin de causette avec lui, rien que pour alléger l'atmosphère et établir entre eux des rapports humains. « Mon lieutenant, fit l'un d'eux, vous ne savez pas qui c'est qu'on enterre là, ici, en ce moment ?»« Non. »« Ducouillon. Vous savez bien, mon lieutenant, Ducouillon, le chanteur comique des Folies Bergères. Ah, un rigolo. Moi, mon lieutenant, tel que vous me voyez, je l'ai entendu chanter. Pas vous ? Non. Il chantait. Ah, il était rigolo. Le hameau, lui, ne supportait que les rigolos silencieux, ceux du cinéma. Il tourna le dos aux fossoyeurs et s'en fut sans les saluer. Ils se remirent à leur labeur en émettant des réflexions philosophiques. Ils s'éloignaient d'un pas rapide et sûr. Ils venaient de découvrir ceci, que c'étaient les vacances du jour de l'an, qu'Annette, par conséquent, ne devait pas être à l'école, et qu'il pourrait sans doute l'emmener au cinéma, au Cursal par exemple.
Son coup de sonnette à la porte de la villa fit apparaître la grande sœur Madeleine sur le perron. Elle lui fit signe d'entrer. Il entra. « Bonjour Bernard, dit Madeleine. Alors, tu t'es bien amusé l'autre soir ? Oui, c'est vrai, je me suis bien amusée. Il s'étonnait qu'elle le tutoyât. Tu sais, fit-elle, tu peux m'embrasser. Tu en as pris l'habitude l'autre soir. Il l'embrassa. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre ? Un whisky, une menthe verte ? Tu veux que je te fasse du thé ? Bien chaud avec du rhum dedans. C'est pas mauvais par ce froid. Je veux bien un rhum, sans thé. Il s'étonnait du silence de la maison. C'est gentil d'être venu me voir, dit Madeleine. Où est Annette ? Alors ce n'est pas moi que tu es venu voir. Annette n'est pas là ? Elle rit. Fallait-il que tu sois sourd l'autre soir ? Tu ne te rappelles pas que je t'ai dit qu'elle allait chez sa grand-mère à Caudebec avec Polo pendant les vacances ? Tu ne te rappelles pas ? Non, je ne me souviens pas du tout. Fallait-il que tu sois sourd, dit Madeleine. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu m'embrassais tout le temps. Je vous embrassais beaucoup. Tout le temps ? Mais ce n'était pas sérieux, si ? Le hameau avala son verre de rhum. D'ailleurs, dit Madeleine, je ne trouvais pas ça désagréable du tout. Tu me plais, tu sais. Elle lui demanda. Tu es mariée ? Non. Tu as une petite amie ? Non. Une liaison avec une femme mariée ? Non. Des femmes de passage, des poules ? Non. Je suis sûre que tu ne vas pas rue des Galions. En effet. Alors quoi, tu me fais marcher ? Je sais qu'avec ma petite sœur, tu es très correcte. Tu n'es pas un vicieux. Tu n'as pas une tête à avoir des sales vices, comme certains. Tu me fais marcher. Tu ne veux pas me dire la vérité. Je suis chaste, dit le hameau. Oh, fit Madeleine. De la stupéfaction, elle passa à l'apitoiement. Pourquoi tu ne peux pas ? Ça, c'était drôle. Je ne sais pas, dit le hameau en riant brusquement. Je n'ai pas essayé depuis 13 ans. C'est pas possible, tu me racontes des histoires. C'est vrai. Elle le regardait en silence, très intéressée. Soudain, elle s'écria. J'ai deviné. La première fois, ça t'a dégoûté. Alors tu n'as pas voulu recommencer. J'ai connu des types comme ça. Non, ce n'est pas cela du tout. Je t'en prie, ne me pose plus de questions. Mais enfin, tu n'en as jamais envie ? Si, cet hiver. J'étais amoureux d'une Anglaise, mais très fort, tu sais. Je la désirais, j'en étais obsédée. Ça me tordait là au milieu de la poitrine comme une angoisse. Tu l'aimais, quoi ? Elle ne voulait pas. C'était une jeune fille, une vraie jeune fille anglaise, pour qui le mariage est une chose très importante. Je ne dis pas que le mariage ne soit pas une chose très importante, mais enfin je ne pouvais tout de même pas l'épouser, vu les circonstances où nous nous trouvons. Et maintenant elle est partie, tout est fini. Tout est fini. Il pensa mais ne dit pas. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit encore vivante. Madeleine le regardait. Elle le trouvait beau, sympathique, touchant. Elle n'écoutait même plus ce qu'il disait. Enfin, bref, ils couchèrent ensemble. Debout derrière la porte de sa boutique, Madame du Tertre regarda tomber la neige, soupira, retourna s'asseoir et reprit sa lecture. Il n'y avait aucun espoir qu'un client pût sortir de ce silence épais et froid. Elle frissonna et se leva pour aller remettre du charbon dans le poêle et de l'eau dans la bouillotte qui ne chantait plus. Elle s'arrêta pour encore une fois regarder tomber la neige, retourna s'asseoir et reprit sa lecture qu'elle interrompit aussitôt pour voir ce que faisait Saturnette, sa nouvelle chatte. Saturnette dormait dans sa fourrure derrière le poêle. Madame du Tertre trouvait sa nouvelle chatte particulièrement égoïste. Elle soupira
leva les yeux pour regarder, par-delà les vieilles estampes de sa vitrine, la neige tombée. Reprit de nouveau sa lecture. Elle se sentait à son tour seule. Vers les 3 heures, la rue Casimir-Périer était devenue complètement blanche. Madame du Tertre croisa son fichu sur sa poitrine desséchée et mit le nez dehors pour enregistrer le spectacle, un monde blafard et dépeuplé. Elle rentra vivement dans sa coquille de bouquin, prit l'eau de sa gazouillante bouillotte, alla quérir 2 morceaux de sucre, un verre, une cuillère et la bouteille de rhum. Se confectionna un petit grog soigné, qu'elle but par petites gorgées, en faisant beaucoup de bruit. Tout cela ne parut point troubler le sommeil de Saturnette. Madame du Tertre soupira, se rassit et reprit sa lecture. Elle lisait le journal d'un bourgeois de Paris, sous Charles VI et Charles VII. Item. En ce temps estoient les loups si affamés qu'ils desterroient à leurs pattes les corps des gens qu'on enterroit au villège et aux champs. Car partout où on a loi, on trouvoit des morts et aux champs et aux villes de la grande pauvreté, du cher temps et de la famine qu'ils souffroient par la maudite guerre qui toujours croissoit, de jour en jour de mal en pire. Ça durait comme ça pendant des pages et des pages. Ce n'était pas drôle l'histoire, songeait Madame du Tertre. Arriverait-on jamais à sortir les hommes de là? Elle en désespérait. Et dire qu'il y avait seulement 3 ans, il y avait encore des tas de gens qui non seulement se croyaient heureux, mais encore pensaient que ça durerait tout le temps comme ça, en s'améliorant même, et d'autres pour qui la paix était descendue sur terre pour s'y établir à jamais. Madame du Tertre soupira, puis reprit sa lecture. Item. En ce temps estoit très grande mortalité, et tous mouroient de chaleur, qui au chef les prenoient, et puis la fièvre, et mouroient. Madame du Tertre vit alors le hameau. Il s'ébroua un peu avant d'entrer et cogna ses souliers contre le seuil pour les débarrasser de la boue congelée qui les ressemelait. « Voilà une heureuse surprise !» s'écria Madame du Tertre en fermant joyeusement son livre. « Ça fait au moins 6 semaines que je ne vous ai pas vu. Vous n'avez pas été malade, j'espère. Je suis bien contente que vous soyez venu. Je m'ennuyais mortellement, et surtout après vous. Je suis absolument ravie. Vous voulez que je vous fasse un petit grog pour vous réchauffer? Crotte, j'ai oublié de remettre de l'eau dans la bouillotte. Attendez un instant, je vais en remettre. Ce ne sera pas long. » Elle remit donc de l'eau dans la bouillotte. « Alors, mon cher ami, reprit-elle, qu'êtes-vous donc devenu durant tout ce temps? Ce sont vos amours qui vous ont ainsi retenu loin de moi et vous ont empêché de me faire une petite visite de temps en temps? » Le hameau réfléchit. « Ma foi, oui, » répondit-il en souriant, « ce sont mes amours. » « Racontez-moi ça, » dit Madame du Tertre. « J'étais venue plus ou moins pour cela, » dit le hameau, « tout au moins pour vous annoncer 1 ou 2 nouvelles. »« Ah, je vous écoute. » La première nouvelle, Madame du Tertre, c'est que je suis fiancée. »« Ah, toutes mes félicitations. Eh bien ça, c'est une nouvelle. Comment ça s'est-il passé? Qui est-ce? » « C'est une demoiselle Rousseau, » dit en termes bourgeois le visiteur. « Vous ne connaissez sûrement pas. C'est une famille modeste, très modeste, plutôt dans le genre ouvrier, » ajouta-t-il timidement. « Nous allez-vous mésallier, monsieur le hameau? »« C'est un bien gros mot, » fit-il en riant. « Après tout, je ne sors pas de la cuisse de Jupiter, » ajouta-t-il d'un air bonhomme. « Enfin, je l'aime, c'est le principal, non ?» Madame du Tertre le regarda avec suspicion. « Vous m'étonnez, » murmura-t-elle. « Pourquoi?
Vous trouvez cela extraordinaire que j'épouse un jour, plus tard, une jeune fille que j'aime, parce qu'elle est, ma foi, sans le sou. Je trouve cela tout naturel, et même louable, mais de votre part, cela m'étonne. Et votre frère, qu'est-ce qu'il en dit? Je lui en ai à peine parlé. Vous savez, lui, il juge tout du point de vue grande guerre. Comme je retourne au front, il me croit tout permis. Parce que voici la seconde nouvelle, Madame du Tertre. Ma convalescence est terminée. Elle a été, je dois dire, assez longue. Vous retournez au front? Ah, mon Dieu, quelle guerre! Quelle guerre! Toutes mes pensées vous accompagnent, tous mes vœux, monsieur le Hameau. Bernard, permettez-moi de vous appeler Bernard. Elle se tamponna les yeux. Ah, voilà trop de nouvelles à la fois, et jura-t-elle. Glissant sur le parquet comme un fantôme lamentable, elle alla faire 2 grogues de l'eau frémissante. Les 2 grogues furent appréciés en silence. La neige continuait à choir en lourds paquets. « Quel temps !» murmura Madame du Tertre. « Un temps d'hiver, dit le Hameau gaiement, un temps de février. S'il ne tombe pas de la neige en hiver, quand donc en tombera-t-il? C'est encore mieux qu'il en tombe en hiver qu'en été, vous ne trouvez pas? Si, faites. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie, en effet. Mais la vie, Bernard, la vie des hommes, ce n'est pas comme le temps. À partir d'un certain moment, il n'arrête plus de neiger. Il neige, il n'arrête plus de neiger. Ça devient une lourde douleur. Vous ne pouvez pas savoir. Et le beau temps ne reviendra plus. On peut en être certain. Cela vaut encore mieux qu'il neige quand on est vieux que lorsqu'on est jeune. Vous ne trouvez pas? Et puis la neige, c'est beau aussi, la vraie neige. Vous êtes devenu un sage, murmura Madame du Tertre avec amertume. C'est sans doute parce que vous aimez. Mais tout ça ne m'empêchera pas de pleurer de grosses larmes quand je penserai à vous, Bernard, là-bas, dans les tranchées, dans la boue. Quelle horreur! Elle recommença à se tamponner les yeux. Allons, allons, Madame du Tertre. Il ajouta, très objectif. Ce n'est pas gai, précisément. Ils finirent leur grog en silence. Eh bien voilà, dit Bernard, je vais vous faire mes adieux. Je vais voir ma fiancée maintenant. Madame du Tertre restait muette, les yeux fixés comme congelés. Je vais me sentir atrocement seule, murmura-t-elle. Puis elle bougea, elle reprit un aspect un peu plus animé. Et vous savez, dit-elle, monsieur Frédéric ne vient plus me voir, lui non plus. Je m'en doute, dit Bernard. Pourquoi donc? Il lui est arrivé quelque chose? Un court temps, Bernard hésita, puis « Alors qu'il est, il doit être fusillé, monsieur Frédéric. »« Comment? Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que les autorités militaires françaises ont jugé nécessaire la suppression physique de cet individu. »« Lui? C'en était un? » ?»« Oui. »« Ah, mon Dieu, quelle guerre! Quelle guerre! Je ne l'ai pas soupçonné un seul instant. » Il était si érudit, hein? Je trouvais sympathique. La canaille, le salaud, qui l'aurait cru? Moi, mais peu importe. À quoi bon le haïr? Je ne suis pas de ceux qui s'étonnent qu'il y ait dans la nature des scorpions et des poux. Madame du Tertre le regardait, faisant un grand effort pour déchiffrer l'être nouveau qui se présentait à elle. Alors, finit-elle par dire, vous ne haïssez plus les pauvres, ni les misérables, monsieur le Hameau? Ni les Allemands même, Madame du Tertre, répondit-il en souriant. Pas même les Havrais, ajouta-t-il en riant. Il faut alors que vous soyez devenu un bien grand sage, dit Madame du Tertre en essayant de plaisanter. Bernard se leva. Eh bien, Madame du Tertre, adieu, je m'en vais à la guerre comme tout le monde. Elle lui prit la main dans les mains et l'embrassa sur les 2 joues. Adieu, mon garçon. Il disparut brusquement. Les rues étaient blanches et vides. Il attendit longtemps un tramway, qui le traîna péniblement vers la hauteur. Autour du fort de Tourneville, le vent galopait comme un chien fou qui essaie de se mordre la queue. La neige dansait,
Enfin Bernard arriva devant la villa aux animaux de faïence. Il sonna, aperçut un geste sous un rideau levé, entra. Il s'essuya poliment les pieds. Madeleine le débarrassa de ses vêtements chargés d'une poudre glacée. Un pas léger se fit entendre dans l'escalier, et Bernard sentit se presser contre lui un petit corps chaud et vibrant, une flamme. « Annette, murmura-t-il, ma vie, ma vie, ma vie. » Dehors, il n'avait jamais fait aussi froid. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.